Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, je vous ai montré 2 conteneurs. Et ben voilà, j'en ai encore trouvé un autre qui se trouve bien derrière un centre commercial. Alors en effet, les 2 conteneurs que je vous ai mis en introduction dans ma précédente vidéo, et là vous voyez, je suis tombé encore sur un. Alors celui-là est plus petit. Mais vous admettrez quand même qu'il est quand même étrange. Alors, en effet, je veux bien admettre qu'on laisse des conteneurs sur des parkings de centres commerciaux parce qu'il va y avoir des rénovations, des grands travaux, donc on peut mettre là-dedans le matériel, etc. Mais vous admettrez quand même que l'étrangeté de la chose, c'est que tous ces conteneurs ont la même couleur. Couleur sable. Ce qu'on appellerait cette couleur-là, on peut l'appeler aussi en France, on l'appelle terre de France, puisque c'était la même couleur que ma tunique, que ma tenue militaire lors de mon service national. Alors, c'est quoi l'histoire derrière ces conteneurs ? Il faut remonter 2014. On est en pleine guerre de Syrie. Dans cette guerre de Syrie, je rappelle, c'était dans la prolongation du printemps arabe. La volonté d'essayer de dégommer ceux dont on n'avait plus besoin, ceux qui devenaient gênants, parce qu'on s'est dit pourquoi passer par des intermédiaires quand on peut prendre le pouvoir directement en changeant les régimes. Bon, sauf que ça a été un échec total. La guerre en Syrie, ça a été aussi l'État islamique. Donc du coup, on s'est retrouvé en Syrie avec une invasion de l'État islamique, avec en plus des rebelles qui combattaient le régime de Bachar al-Assad pour essayer de le dégager. Derrière, évidemment, les Occidentaux se sont mis derrière les rebelles, sauf que l'État islamique progressant, d'un côté, on a vu des Américains qui ont porté leur aide pour lutter contre l'État islamique du côté des rebelles syriens, et de l'autre, nous avons Bachar al-Assad qui a fait jouer la carte de ses alliances avec la Russie et l'Iran, et on a vu débouler des gardiens de la révolution et des conseillers de l'armement des soldats russes, etc. Donc là encore, j'ai envie de dire, ce sont les jeux d'alliance qui rentrent en ligne de compte. C'est des traités, c'est des accords qui sont passés entre différents pays. Si jamais mon voisin m'agresse, je peux t'appeler pour venir m'aider, pour lui filer une déculottée, etc. Donc ça a toujours existé. Sauf qu'évidemment, avec ce qui s'est passé en Syrie, ça a complètement contrecarré les plans des Occidentaux, qui eux voulaient dégommer Bachar al-Assad et placer leurs ersatz, leur gouvernement ou leur démocratie fantoche. Donc ça n'a pas marché. Mais à l'époque, aux États-Unis, on a vu des choses assez étranges. Tellement étranges que parfois certains ont même été extrapolés, que apparemment l'État fédéral serait en train de construire un réseau souterrain à travers le pays pour mieux circuler facilement et mieux intervenir le cas échéant, etc. Alors, tous ces fantasmes sont dus au fait que, vous savez, aux États-Unis, il y a cette épée de Damoclès qui traîne au-dessus de nos têtes sur la possibilité d'une sécession. Alors, d'une sécession d'un ou plusieurs États contre l'Union. Le principe, c'est que l'Union, tous les États, donc il y en a 50, tous les États qui font partie de l'Union ne peuvent pas sortir de l'Union, n'ont pas le droit de sortir de l'Union. Bon, je ne vais pas revenir sur les institutions, comment fonctionnent les États-Unis d'Amérique et tout blablabla, mais force est de constater que à l'époque, il y a des choses qui remontaient. Parmi ces choses, donc, je vous ai raconté cette histoire de ce réseau souterrain, alors qui est un fantasme, oui, on peut dire fantasme complotiste, à la limite, mais ça a quand même soulevé pas mal de questions chez certaines personnes, et on a eu quand même des informations très intéressantes. Par exemple, une des informations les plus intéressantes, ça a été que
Walmart, qui est la plus grande chaîne de grande distribution aux États-Unis, a passé un accord avec la FEMA, cette fameuse FEMA qui, lorsqu'elle est appelée à intervenir, est quand même une administration qui a les pleins pouvoirs. La FEMA a les pleins pouvoirs, c'est-à-dire que lorsqu'elle déboule dans un État ou dans un comté, elle arrive, elle a des prérogatives, elle a des lois qui l'autorisent à prendre les pleins pouvoirs et prendre tous les services dont elle peut disposer sous son autorité. Alors évidemment, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont fantasmé, qui ont inventé tous les scénarios possibles et imaginables. Si Walmart a passé un accord d'entraide et de coopération avec la FEMA, ça veut dire que l'État fédéral prévoit quelque chose, ou il va se passer quelque chose, etc. Pour que vous compreniez bien le sentiment qu'ont parfois certains Américains, je vous invite à voir cette série dont j'ai déjà parlé plusieurs reprises, mais sincèrement, allez la voir, même si c'est une série de fiction. Cette série de fiction est dotée d'un certain nombre de fonds qui expliquent les craintes qu'ont parfois certains Américains vis-à-vis de l'État fédéral. C'est Jericho. Alors je ne vais pas faire le résumé de Jericho, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Et donc quand il se passe certains phénomènes un peu étranges, avec beaucoup de coïncidences, ça évidemment, ça incite la spéculation de beaucoup d'Américains sur les réseaux sociaux. Mais, comme je vous l'ai dit, le fait est, c'est que Walmart a passé un accord avec la FEMA, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans un État ou dans une région d'un État, Walmart s'engage à mettre à disposition non seulement ses stocks de nourriture, de vêtements, de matériel, etc., à la FEMA, et mettra même à disposition, le cas échéant, les superficies de ces magasins pour éventuellement abriter des gens, etc. Et à partir de 2014, donc ça c'est 2014, les conteneurs que je viens de vous montrer, on en a vu fleurir un peu partout. Et on en a vu fleurir un petit peu partout en se disant que c'est bizarre parce que la FEMA, comme je vous l'ai dit, c'est une administration qui a en charge d'intervenir en cas de sinistre ou de catastrophe importante, sur demande parfois même de l'État lui-même. Ils ont aux quatre coins du pays des centres de stockage, de matériel. Des camions, des grues, tout plein de matériel avec des tentes, vous savez, les tentes temporaires, même du matériel hospitalier, etc. Bref, ils sont parés pour intervenir rapidement sur une zone de sinistre. Et parmi ces matériels, eh bien, ils ont des conteneurs. Et étrangement, ce sont des conteneurs qui ont la même couleur, c'est-à-dire couleur sable, que ceux que je vous viens de vous montrer. Alors évidemment, on est en droit de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils lâcheraient des conteneurs un peu comme ça à droite à gauche, surtout sur des centres commerciaux ? Peut-être que par précaution, par prévision. Parce que force est de constater qu'on est quand même dans une situation relativement tendue avec la Russie, avec la Chine. Donc est-ce que ça voudrait dire que finalement la situation est encore plus tendue que ce qu'on veut bien le croire ? Et que par conséquent, la FEMA s'amuse peut-être à commencer à mettre en place dans sa logistique des conteneurs avec du matériel à l'intérieur. Pourquoi pas ? Alors là, vous allez me dire, ouais, mais finalement, tu relis les idées complotistes. Non, je ne relis pas les idées complotistes. Vous admettrez quand même que rien que dans mon secteur, vous avez plusieurs endroits où vous retrouvez exactement les mêmes conteneurs, de la même couleur, des conteneurs pour la plupart qui sont des conteneurs de location, ou avec un nom de société, mais j'ai envie de dire un nom de société, si ça se trouve la société elle n'existe pas, c'est une société fantoche.
Qui plus est, dans des centres commerciaux complètement différents, qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Si vous retrouvez les mêmes conteneurs sur des parkings de mêmes centres commerciaux, de mêmes labels, etc., encore, je veux bien. Mais là, vous admettrez quand même que ça fait beaucoup. Alors ça se trouve, peut-être qu'en effet, j'affabule, peut-être que c'est rien. Mais quand même, en 2014-2016, on a vu un peu partout ce phénomène de ces fameux conteneurs qui étaient posés là, comme ça, dans les parkings. Finalement, on n'a pas trop su ce qu'il y avait dedans. Il y en a certainement ont essayé de les ouvrir, ou tout comme ça, mais apparemment, les informations qu'ils ont pu retirer ont vite été censurées, bloquées, supprimées de l'Internet. Donc, bizarre. Maintenant, je vais vous parler d'un phénomène. Peut-être que vous connaissez ces youtubeurs qui visitent des endroits, qui font des parcs, qui en font des critiques, et qui souvent sont des gens passionnés. Des passionnés de Star Wars, des passionnés de Disney, des passionnés de Marvel. Alors il y en a un, je crois que c'est Fantasy Hook, quelque chose comme ça. Enfin, je vous mettrai sa page YouTube là sur le côté, ici, quelque part par là. Ça m'arrive de temps en temps de voir ces vidéos parce que c'est un passionné, mais qui a quand même une certaine objectivité. Il est passionné par l'univers Disney, mais ça ne l'empêche pas, autrement que d'aller je ne sais combien de fois par an dans le parc Disney de Disneyland Paris. Il visite d'autres parcs, il fait des comparatifs, il est relativement objectif dans sa façon de voir les choses. Et depuis quelque temps, c'est vrai qu'il est aussi critique sur les nouvelles politiques Disney, sur les politiques commerciales, sur les développements au niveau du parc Disneyland Paris, et puis surtout récemment sur les nouvelles politiques tarifaires qui ont été mises en place par Disney, que ce soit même aux États-Unis que en France. Et puis ça lui est arrivé de temps en temps d'aller aussi au parc Astérix. Parce qu'il a su faire un comparatif, il a su être très objectif, en sachant reconnaître évidemment que ce soit le parc Disney ou le parc Astérix, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes gestions. Mais d'une manière générale, il était relativement positif lors de ses visites du parc parc Astérix, pardon. Alors, le personnage en lui-même, c'est un personnage assez caractéristique de ce que l'on peut croiser aujourd'hui en matière, je dirais, un mix de geeks, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés par des choses, mais dont on sent que ce sont quand même des adultes relativement trentenaires, mais qui sont restés finalement encore des grands adolescents, avec une certaine sensibilité, avec une hyper-émotionnalité, etc. C'est-à-dire très clairement, on sent qu'il y a quand même un petit problème de maturité dans leur comportement. Enfin, je ne veux pas dire que c'est des gamins, mais voilà, c'est des passionnés. Voilà, c'est des aficionados de quelque chose qui les fait vivre. Ça fait partie intégrante de leur vie. Mais néanmoins, comme je vous le dis, ce personnage, il arrive quand même de temps en temps à être un petit peu mature dans sa façon de juger, de critiquer les choses. Et là, récemment, il a fait une vidéo, il a été à Astérix, au parc Astérix. Alors, je ne suis pas étonné parce que je sais que normalement, le parc Astérix est fermé en période hivernale. Alors, peut-être qu'ils ont changé leur politique, maintenant ils sont ouverts tous les jours de l'année. Sauf que dans sa vidéo, il ose. Il ose dire des choses que peut-être il n'aurait pas pu dire il y a encore quelques mois. Mais là, il est obligé d'en parler. Alors déjà, il critique le fait que il y a des déchets par terre, que les toilettes sont dégueulasses, etc. J'ai envie de dire période hivernale, peut-être, réduction des effectifs, et du fait que réduction des effectifs, pas assez de personnel, donc il n'y a pas assez de personnel pour faire le ménage, pour passer la balayette relativement régulièrement dans les espaces du parc. Mais à un moment donné,
il fait une critique sur le fait que on ne le sent pas très à l'aise. On le sent pas très à l'aise parce qu'il voudrait dire les choses, mais il essaie de relativiser pour ne pas qu'on l'accuse de racisme. Parce que oui, à un moment, il commence à dire oui, il y a beaucoup de familles, puis il y a beaucoup de jeunes. Mais dans un ton où tu sens que le mot jeune a une connotation. Et après, évidemment, un peu plus loin dans la vidéo, il critique le fait que pendant les attractions, ils se font insulter, etc. Il y a des comportements totalement inciviques, etc. Et la jeune femme qui est avec lui, elle, va à un moment donné mettre le pied dans le plat. Elle dit oui, de toute façon, c'est des jeunes, on sait d'où ils viennent, on sait qui ils sont. L'air, voilà, on a le profil. Ah ouais. Alors c'est un peu étonnant quand même de sa part, parce que c'est quand même quelqu'un qui dans ses vidéos, je vous le dis, il est assez critique de façon objective, mais il a toujours une part de consensualité, il a une certaine part de complaisance, à ne pas dire les choses comme il devrait les dire normalement, parce qu'il veut rester politiquement correct. Sauf que là, le politiquement correct est un peu borderline. Et finalement, il soulève une question, qui est une question, qui est un problème récurrent. Et on en revient toujours au même. Que dans la société aujourd'hui, nous avons des individus qui ne sont pas compatibles avec le concept de société, le concept de civilisation de la société. Et je mettrai ça aussi en perspective avec un film français que j'ai récemment vu, dont le titre est Avant l'effondrement. Alors je vais vous dire, je me suis pris de courage pour voir le film jusqu'au bout. Parce que, en gros, le film, c'est des trentenaires. C'est des jeunes, comme je les appelais dans la vidéo sur le Frexit, des millénaristes. Des jeunes, évidemment, il y a de la diversité, etc., mais ce sont des personnes très idéalistes, avec des idées de gauche, et qui essayent finalement de refaire le monde. Alors, pour accentuer le tout, leurs relations, leurs problèmes, etc., se passent pendant une canicule. Donc, évidemment, vas-y, on met la clim, mais non, faut pas la mettre parce que ça émet trop de carbone, ça consomme trop d'énergie. Enfin, dans ce film, le film coche toutes les cases progressistes absolues, féministes, révolutionnaires, anarchiques. C'est indigeste. C'est littéralement indigeste. Et c'est ça peut-être qui fait fuir aujourd'hui les Français du cinéma français, particulièrement du cinéma d'auteur, c'est que malheureusement c'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours les mêmes thématiques, c'est toujours les mêmes revendications, etc. Les mêmes messages. Donc ça devient chiant. Et donc c'est pour ça que Fantasy Hook, je trouve il sort un petit peu du lot, parce qu'il arrive quand même à prendre en considération certaines valeurs qui ne sont pas des valeurs forcément progressistes, qui seraient plutôt des valeurs conservatrices. Alors de là à dire que peut-être qu'il bascule, qu'il devient un droitiste, non, je ne pense pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que plus on avance dans le temps, plus des gens qui pourtant ont des réputations consensuelles, complaisantes, très dans le message, politiquement correct, le monde est beau, le monde il est gentil, il faut de la diversité, il faut lutter contre le racisme, mouvement MeToo, Black Lives Matter, etc. Voilà, tous ces gens qui ont fait partie de la soupe. Et parmi eux aujourd'hui, il y en a certains qui commencent à prendre du recul et commencent à se dire non, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur certaines réalités. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur des erreurs. On ne peut pas continuer à fermer des yeux sur des incompétences.
Et je pense qu'à Paris, ces gens complaisants et consensuels qui ont certainement voté Hidalgo, parmi eux, il y en a certains qui commencent à se dire « Ouais, non, on a franchement déconné. On a franchement déconné. » Et la déconne, j'ai envie de dire, elle continue avec ce nouveau gouvernement fraîchement élu. Mais néanmoins, comme je vous le dis, si je vous parle de justement Fantasy Hook et de son appréciation récente sur sa visite du parc Astérix, c'est que finalement il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul aujourd'hui à commencer à faire remonter des réalités. Mais des réalités qui vont en sens contraire de ceux qui veulent essayer, encore une fois de plus, de caresser dans le sens du poil. Attention, ne critiquez pas, ne faites pas des amalgames, c'est pas bien. Oui, il y a des criminalités, oui, il y a de la délinquance. Oui, peut-être que ça touche des individus qui sont issus des mêmes milieux sociaux, des mêmes quartiers. Oui, peut-être qu'il y a des liens de cause à effet avec l'immigration, que ce soit des personnes issues de l'immigration ou des personnes émigrées. Mais ça, c'est un débat, évidemment, qui, pour l'instant, ne peut pas être public parce que ceux qui détiennent les tenants et les aboutissants des médias, du débat, de la politique, veulent absolument vous contraindre à ne pas penser, à ne pas réfléchir à ces phénomènes. Quitte même à vous pousser à vous faire culpabiliser si vous êtes victime de ces phénomènes. Oui, nous compatissons, nous vous soutenons dans votre douleur, mais surtout, attention, ne tombez pas dans la facilité. Ne tombez pas dans le cliché. Alors là, je suis désolé, Fantasy Hook, il est peut-être tombé dans un cliché, mais qui en réalité n'en est pas un. Et c'est tout autant un problème, je dirais, une mauvaise pub pour Astérix, pour le parc Astérix. Parce que si le parc Astérix se retrouve, alors, évidemment, il y a le côté financier, il y a tout le business des groupes. Sauf que, vous savez, le business des groupes, moi j'ai connu dans les cinémas, quand vous aviez des associations qui voulaient emmener leurs gamins au cinéma pour aller voir des films, l'accès à la culture, etc. Sauf que le problème, c'est que même quand ils étaient 4-5 encadrement, attention, les gamins, ils étaient quoi, une dizaine, hein, il y avait une dizaine de gamins tout cassés. Ils étaient 4-5, hein, 4-5 accompagnateurs. Et même à 4-5, ils les tenaient pas. Il y a des fois, il y a des clients qui sortaient des salles parce que les gamins, ils foutaient le bordel. Même si les accompagnateurs, même si certains réussissaient à en faire sortir quelques-uns parce qu'ils étaient intenables, c'était pas gérable. À tel point qu'à un moment donné, quand vous aviez une personne qui venait, oui, c'est l'association machin pour une séance, est-ce que vous nous faites des tarifs, etc. Oui, on vous fait le tarif réduit, qui plus est si parmi vos gamins il y en a des moins de 16 ans, donc ils bénéficient du tarif moins de 16 ans. Mais le tarif groupe, c'est un tarif réduit normal. Par contre, en revanche, suivant l'association, il est arrivé à un moment donné où les caissiers ne faisaient plus l'échange. Dès que les caissiers avaient une association qui voulait acheter des prix de groupe pour une sorte, il fallait systématiquement envoyer ça à un responsable. Et c'était le responsable qui devait s'assurer du type d'association. Si c'est des gamins compliqués, si c'est des gamins handicapés, etc. Donc il devait absolument demander à la personne. Par contre, vous faites le nécessaire pour l'encadrement. Nous, il est hors de question que vous balanciez vos gamins dans les salles, puis que la personne ou l'adulte accompagnant se casse ou aille voir un autre film. Parce que c'est arrivé, ça. C'est arrivé qu'un accompagnant de gamins en difficulté, les gamins, ils étaient 5-6, vous voulez voir quel film ? On va aller voir le film américain, là, le machin, etc. Et puis il dit, moi, j'aime pas les films américains, donc moi, je vais plutôt aller voir le film machin. Donc en fait, il lâchait ses gamins, c'était un accompagnateur, mais il lâchait les gamins dans la salle et lui, il allait voir un autre film.
Après, je vous laisse imaginer les conséquences. Il ne fallait pas 20 minutes au bout d'un moment que certains clients sortent de la salle en disant « Dites, excusez-moi, mais là, il y a des gamins qui sont en train de foutre le bordel dans la salle, etc. » Donc, et ça, je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans. Hein. Donc, j'ose même pas imaginer aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer un petit peu à faire monter la mayonnaise, c'est-à-dire, finalement, ne plus se mettre des bandeaux sur les yeux, sur des réalités quotidiennes de tous les jours, dans l'activité commerciale, dans l'activité publique, dans l'activité associative, dans l'activité d'événementiel, de foire, etc., etc. Et je vais terminer avec un exemple qui est assez flagrant. J'aime bien de temps en temps suivre un petit peu ce qui se passe dans ma ville natale à Rouen. Et à Rouen, il y a tous les ans, il y a la fête, c'est pas la fête de la nourriture, c'est un festival où vous avez des tas d'artisans de gastronomie, qui produisent voilà, tout ce qui est laitage, confiserie, boulangerie, confiture, voilà, c'est des produits du terroir en fait. Voilà, c'est des artisans qui pendant un samedi ont des étalages qui sont installés dans plusieurs rues de la ville. C'est la foire du goût, un truc comme ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que pendant cette foire, il n'y a quasiment jamais de problème. Pourquoi ? Alors oui, il y a une présence policière, mais pourquoi il n'y a jamais de problème dans ces foires-là ? Mais peut-être parce que ça déplace des gens, peut-être qu'ils sont plus conservateurs, plus dans une tradition française de respect, d'éducation, etc. Et que s'il y a des bandes de jeunes qui déboulent pour faire le bordel, bah, ils savent qu'ils risquent de se retrouver en face de gens qui vont pas tendre la gauche. Et ça, peut-être que ça va commencer un petit peu à monter aussi. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, si aujourd'hui vous êtes un de ces jeunes qui utilise un langage bien particulier, qui s'habille d'une façon très particulière, qui n'hésite pas à insulter, à provoquer, etc. J'ai envie de vous dire, faites attention, parce que là, vous êtes peut-être dans une année où il va peut-être y avoir des gens qui vont commencer à en avoir tellement ras-le-bol de vos conneries, qui vont peut-être faire des pièges pour faire des exemples. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette situation. Mais on en reparlera parce que je pense que Fantasy Hook n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier face à ce genre de phénomène. Et donc, je vous laisse pour l'instant. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo parce que je pense que l'actualité va être encore très très riche. Et bien sûr, n'hésitez pas, laissez un petit pouce vers le haut, faites votre commentaire. Peut-être aussi racontez une de vos expériences. Une expérience dans l'espace public où vous avez vu des comportements de gens, pas forcément des racailles, hein. Ça peut être aussi des gens, peut-être bien, sous tout rapport, mais qui se comportent comme des malvenus, comme des malpropres. La déliquescence à tous les niveaux, c'est aussi la déliquescence de l'individu, la déliquescence dans le peuple. Et provoquer des confrontations, des conflits. Conflits générationnels, éducationnels, de classe sociale. Ça va être lourd. À très bientôt.